Acteurs du changement, bonjour. Bienvenue sur le podcast Rethink Social Change, où j'invite les praticiens du changement social à partager leur expérience pour améliorer collectivement comment on conceptualise, met en œuvre et mesure les résultats des projets et programmes de changement social à travers le monde. Moi, c'est Ratiba Cherif. J'ai travaillé pour quelques-unes des plus grandes organisations de changement social pendant plus de 20 ans sur 4 continents pour les aider à mieux concevoir leurs projets, à tirer de la mise en œuvre les leçons pertinentes et à mesurer leurs résultats. Avec mon jeu Rethink Social Change Cards, j'invite les acteurs du changement comme vous à partager ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi. De manière assez atypique, je mélange le jeu de 54 cartes et en tire 4 pour guider notre conversation. Donc si vous êtes prêts à découvrir des histoires authentiques, sans script ni jargon, allons-y pour l'épisode du jour. Mon invité est Massimiliano Di Tota et il me met au challenge avec un épisode du podcast en français. Cela fait 24 années que Massi met ses compétences au service de la coopération internationale dans la formulation et la mise en œuvre de programmes et politiques publiques, mais aussi d'évaluation de programmes complexes. Son parcours a débuté en Amérique centrale et depuis quelques années, il se concentre sur le Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Ses secteurs de prédilection sont la gouvernance territoriale et le développement local, la réforme de l'administration publique et plus récemment les droits de l'homme et la gestion de la migration. Alors, j'ai aucune idée de quel secteur il nous parlera aujourd'hui. En tout cas, je suis impatiente de voir quelles cartes vont sortir pour guider notre discussion et surtout comment il va y réagir. C'est parti, retrouvons-le. Alors, Massimiliano Di Tota, tellement contente de te recevoir sur ce podcast. Alors, tu me challenges parce que c'est le premier podcast que je vais faire en français. Et les cartes que je vais tirer, je vais te les montrer, ont été designées, été développées en français, en anglais. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, je t'en ai parlé un peu. Là, je vais tirer 3 cartes que je vais te montrer au hasard. Et je vais en tirer une que je vais garder pour moi et que j'amènerai plus tard dans la discussion pour essayer d'approfondir notre... Donc voilà, alors là je t'attrape, tu es à Marseille en ce moment, dans le sud de la France, mais tu bouges pas mal, tu as commencé ta carrière, je l'ai dit en introduction, en Amérique du Sud et centrale, et puis en Amérique centrale. Et après tu as énormément travaillé là en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest aussi. Tu connais? Surtout en Afrique du Nord. Ouais, ponctuellement, Côte d'Ivoire et Mauritanie, qui est plutôt Afrique du Nord, c'est le début de l'Afrique de l'Ouest aussi. Ah, en Guinée. Mauritanie, et récemment à Conakry. Mais voilà, mais c'est le Maghreb, Ouais. la zone dans laquelle Alors, je suis en train de battre les cartes, je ne suis pas une experte dans les... Et je vais tirer 3 cartes que je vais te montrer. Je vais les tirer au hasard. Donc, je prends celle-ci, celle-ci. Et on va prendre celle-là. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, on a... Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ces cartes-là, mais on va y aller. Tu as le contexte géographique. Donc, on va parler de contexte géographique. Alors là, cette carte nous invite à réfléchir à tout ce qui est accès, densité, les frontières, terrestres ou pas, qu'on conceptualise ou qui existent vraiment. Donc, géographique. Tu as expertise. D'accord. Donc, ça, c'est une ressource, c'est une carte de ressources. Donc, ça t'invite à penser à la valeur ajoutée, l'expertise qu'apportent différentes organisations. Et voilà, et les spécialités qu'elles peuvent apporter. Donc ça, c'est expertise. Et ensuite, on a tout ce qui est mesurable. Donc, est-ce que les interventions sont mesurables? Toi, tu as fait pas mal d'évaluations. Je sais que tu travailles à différents niveaux dans le cycle de projet, mais tu as fait des évaluations aussi pour penser à ça. Alors voilà, nos cartes.
Je sais pas, on va voir où est-ce qu'elles vont nous mener. Donc, contexte géographique, l'expertise qu'on apporte et est-ce qu'elles sont mesurables? Ouais, Regarde, alors juste moi je derrière, la vois tu la ouais, vois cette très carte? vaguement. Tu la connais? Bon, je te rapproche pas, sinon ça va être pas bon. En fait, c'est une carte d'une artiste française qui prend la Méditerranée Ouais. nord-sud, Et il la voilà, tourne, la ouais. Méditerranée comme ça, et il la tourne. Donc, Mhm. le toit de Gibraltar devient le nord D'accord. et la coquille devient le sud. Donc, moi, voilà, on parlait tout à l'heure, je suis de Naples. Le Maghreb a été l'endroit où j'ai travaillé depuis toute ma Ok. vie et c'est la carte que j'ai dans mon bureau. Donc voilà, cet espace géographique en fait, la provocation de cet artiste, c'était une provocation, justement, une réflexion sur les Mhm. frontières économiques et politiques qui existent. Mais après, voilà, avant la découverte de l'Amérique, c'était Mare Nostrum. Toute la connaissance et tout le savoir, c'était Le ici. grand C'était le centre. monde connu. Il n'y Oui, avait oui. pas d'autres. Il n'y avait pas, il y avait pas d'autre monde. Et donc, oui, c'est intéressant, en fait, de travailler sur ces questions-là. Et la particularité du Maghreb, c'est qu'à différence de beaucoup d'autres pays, zones géographiques, bon, moi, je connais bien l'Amérique centrale et un peu l'Afrique de l'Ouest, il existe, oui, des différences politiques et des différences économiques, mais on Mhm. est quand même très proche d'un point de vue des compétences. On est Mhm. très proche d'un point de vue, je pense, culturel, complètement. Et 15 kilomètres entre l'Espagne et le Maroc, deux enclaves espagnoles au Maroc, entre la Sardaigne et Annaba, c'est rien de tout, entre Trapani et la Tunisie, c'est rien de tout. Dans la cuisine traditionnelle de Trapani, il y a du couscous avec le poisson. C'est pas amené par les migrants, c'est un plat typique de la cuisine sicilienne. Donc on est proche. On est proche. Quand on voit les lignes directrices des programmes de coopération, on a l'impression qu'on n'est pas proche, qu'on doit financer des pays tiers, qu'on doit faire des choses. Mais après, quand on va travailler, moi, j'étais pas étonné parce que j'en étais sûr. Parce que moi, j'ai quand même étudié en France. Je connais aussi par des passions familiales de cinéma bien l'histoire de l'Algérie à travers le cinéma. Donc voilà, je connaissais bien. Donc, c'était pas trop étonnant quand je suis arrivé, mais dès que tu arrives au Maghreb, tu vois qu'en face de toi, les compétences Mhm. de tes vis-à-vis, ben, elles sont de très haut niveau. Faire de la coopération avec le C'est Maghreb, vrai? c'est comme faire de la Tu sens coopération ça entre deux vraiment? pays européens. Ce n'est pas. Ah, bah oui, je le sens, mais de Non. façon. En plus, de plus en plus. Mhm. C'est-à-dire, moi, j'ai démarré en 2004. En 2004, il y avait encore, au moins dans la rhétorique, une espèce de bienveillance aussi vis-à-vis du bailleur de fonds, etc. Mais après, techniquement, tu te rencontrais avec des gens Ouais. euh, qui sont quand même d'un bon niveau. Et là, même, je disais, même au-delà des compétences, je dis même d'un point de vue de positionnement politique, pour l'Algérie et le Maroc, bah, aujourd'hui, tu dialogues, mais la demande des deux pays, c'est d'avoir Ouais. une relation horizontale et pas de une relation verticale. Donc ça, d'un point de vue du positionnement politique. D'un point de vue des compétences, oui. C'est-à-dire, après, moi, j'ai une expérience en Amérique centrale. Je suis arrivé au Guatemala en 99, Mhm. les accords de paix, c'est 96, 50 ans de guerre, 350 000 morts. Je connais un peu l'Honduras, Salvador, des zones qui venaient de sortir des guerres civiles, mais des zones extrêmement pauvres. Rien à voir avec le Mexique, ou rien à voir avec certains pays d'Amérique du Sud qui ont des standards de développement Ouais. économique et de développement beaucoup plus développés.
Donc au Maghreb, la dimension diasporique aussi, beaucoup de personnes que tu rencontres dans des institutions, surtout au Maroc, moins en Algérie, sont aussi des personnes issues de la diaspora qui reviennent travailler dans les institutions. Donc pour moi, le niveau était immédiatement différent. Et quand après je vais en Mauritanie ou je vais en Conakry, là, tu comprends aussi que ce niveau, il est différent. Et donc, oui, on est proche, en fait, comme la carte, il le dit. Mais après, on doit aussi être proche, parce que les enjeux sont les mêmes. Moi, en plus, dans ma carrière spécifique, moi, j'ai travaillé beaucoup sur oui, j'ai une grosse expertise sur tout ce qui est évaluation, mais même montage de programmes. Mais après, j'ai aussi deux secteurs spécifiques de travail, c'est la gouvernance locale et les questions migratoires. Cette question de frontières dans l'espace euro-africain, mais elle est encore plus pertinente. Et j'ai eu la chance de faire partie du groupe d'experts qui a écrit la stratégie nationale d'immigration et asile au Maroc. Donc j'étais là dans le moment où un pays du Maghreb essaye de mettre en place une politique d'accueil aussi des étrangers. Et donc là, tu vois quand même que c'est différent. Dans les 3 pays du Maghreb, on a 50-60 000 étudiants subsahariens. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays subsahariens, tu as des ministres, des premiers ministres qui ont fait leurs études au Maroc, en Algérie. Donc là, immédiatement, tu vois en fait que la Méditerranée, on a une frontière. Oui, cette frontière, elle est économique encore, elle est politique, elle est administrative, mais on est beaucoup plus proche de ce qu'on pense et on devrait, à mon avis, on devait travailler avec des partenariats un peu moins, comment on dit, encore plus horizontal, où il n'y a pas de divergence. Cette question migratoire, à mon avis, c'est une question qu'on devrait traiter différemment. Mais malheureusement, la migration, c'est un fonds de commerce électoral. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu, tu as mentionné 2 trucs. On revienne un peu à expertise, parce que tu as mentionné la capacité en Afrique du Nord que tu as remarqué, parce que ça, c'est un point très important, qui m'est cher aussi. Et je crois qu'on en avait discuté. C'est la capacité est telle maintenant que l'expertise n'est plus du nord vers le sud. C'est-à-dire que maintenant, de manière plus horizontale, maintenant pas mal de staff qui travaillent, de gens qui travaillent dans le développement social, le changement social, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des ONG, des grosses ONG en Afrique du Nord, etc., ont une formation, on va dire, occidentale, ou ont été... et donc, ils apportent ce que un expert européen, occidental apporterait. Donc, j'aimerais bien que qu'on parle un tout petit peu de ça, parce que je pense que ce serait bien de reconnaître, tu vois, à quel niveau cette expertise est réellement disponible en Afrique du Nord. Et qu'est-ce qui manquerait? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'expertise occidentale ou d'apporter d'autres expertises en Afrique du Nord? Bon, moi, je partirai de ce dernier-là et après je reviens sur les autres. C'est-à-dire, le fait d'avoir des équipes mixtes, tu apportes une connaissance différente. Donc, c'est toujours bien d'avoir des équipes mixtes, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on apporte de plus. Moi, je suis persuadé, ça fait 20 ans que maintenant je travaille en Afrique du Nord, que tu peux avoir le même niveau d'expertise, clairement. Par contre, je prenne pour qu'on puisse toujours avoir des équipes mixtes, pas seulement pour des questions commerciales, parce que je peux continuer à travailler. À part la blague, c'est vraiment le fait d'avoir des points de vue différents. Question de perspective. Maintenant, si on revient... ça apporte des perspectives différentes. Comment? Pardon? Oui, complètement.
Maintenant, si on revient à la question, tu as utilisé justement une expertise occidentale. C'est nous sommes aussi vers un nouveau modèle. Je veux dire, avant, nous, ma génération, je pense qu'on est plus ou moins de la même génération. On a grandi avec l'aide au développement, le troisième monde, avec vraiment le nord et le sud. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de premier monde et de deuxième monde. Aujourd'hui, il y a le centre et la périphérie. Donc, tu peux trouver du centre au sud et de la périphérie au nord. Et donc, c'est dans cette nouvelle configuration que tu trouveras de l'expertise pointue, même dans les pays du sud. Et dans le cas du Maghreb, c'est évident. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le cas spécifique du Maroc, le Maroc fait de la coopération en Afrique. Le système bancaire africain, c'est l'Algérie vient de lancer l'agence de coopération internationale. Après, il y a deux dynamismes différents. En Algérie, tu as la compétence, mais tu n'as pas le dynamisme institutionnel. Le Maroc, il y a 20 ans, il y avait, moi, quand je comparais, je voyais qu'il y avait plus de compétences en Algérie, mais plus de dynamisme au Maroc. Mais dans les 20 dernières années, le Maroc, c'est quand même impressionnant. Il y a une compétence de base parce qu'il y a des bonnes universités, bien sûr privées. Moi, je ne parle pas après de. On peut ouvrir un discours sur la question comment dire, de la redistribution, etc. Mais de facto, il y a une élite formée à très très haut niveau au Maroc, d'une part. Donc, tu as déjà une production des élites et une reproduction des élites qui se fait dans certaines universités de haut niveau. Mais après, tu as une génération de techniciens, de fonctionnaires, d'experts qu'elle s'est aussi formée à travers la coopération dans l'aide au développement. Ça veut dire qu'ils ont commencé il y a 30 ans. Ben, aujourd'hui, moi, je connais personnellement des jeunes qui avaient 22 ans, qui venaient de sortir des universités et qui travaillaient avec les petites ONG, qu'aujourd'hui, ils sont à la tête des grandes institutions marocaines ou à la tête des grandes institutions internationales. Donc, et après ça, on le voit clairement. Moi, je travaille beaucoup avec l'Union européenne. Il y a 20 ans, tu pouvais trouver tranquillement une équipe où il n'y avait que de l'expertise européenne. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Il faut au minimum 50-50, suivant c'est 75-25. C'est-à-dire que s'il y a une mission avec trois expertises, bah, tu peux avoir un expert international et deux experts marocains. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose que c'était évident pour moi. Voilà, je l'ai découvert. Moi aussi, personnellement, moi, j'ai aussi eu, à un certain moment, un bureau d'études de droit marocain. Donc, moi aussi, je veux dire, j'ai grandi professionnellement avec ce type de collègues, ce type de réseau. C'est moi, quand on me propose des bureaux d'études, une liste d'experts parce que je ne peux pas aller faire une mission, etc. Moi, dans la liste des experts que je propose, ben, 90% c'est des Maghrébins. Et je sais que c'est des personnes formées, je ne le fais pas seulement parce que c'est des amis. Donc, moi, voilà, j'ai remarqué ça et je pense que c'est bien. Parce que au final, je pense que le vrai impact de l'aide au développement, c'est pas les projets en soi, mais c'est justement les ressources humaines. C'est ce qu'on est. Nous, c'est-à-dire, comme toute politique publique, le vrai but, entre guillemets, je provoque un peu, c'est pas le bénéficiaire. Okay. Si j'imagine le welfare state des pays du Nord-Europe, le vrai but. Je vais terminer le propos dans le sens que, au final, un système de welfare, okay, pensons à l'enfance en difficulté, par exemple, l'exclusion des femmes. OK. Si tu veux monter une action institutionnelle, ben, il te faut 500 000 assistants sociaux. Et les assistants sociaux, donc, sont eux, relevés, qui sont capables de prendre
en charge les bénéficiaires directs. Donc, la coopération au développement, on appuie des frameworks institutionnels. Les politiques publiques, il faut renforcer les institutions. Donc, les grandes démocraties occidentales de l'Europe du Nord, ce n'est pas un welfare monétaire comme aux États-Unis. Non, c'est de mettre en place des chemins et des ressources humaines qui sont capables de gérer après les difficultés. Non, mais c'est de la provocation utile parce que tu m'amènes au mesurable. Parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que finalement, donc, est-ce que c'est les bénéficiaires au final? Est-ce que ça, c'est la plus grande valeur ajoutée des programmes de changement social? Ou est-ce que ce qu'on peut d'abord mesurer réellement, c'est les compétences acquises, les systèmes mis en place, les process que tu as mis en place qui peuvent pérenniser une action, une façon de voir les choses, une façon d'agir autour d'une problématique. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, après 24 ans que je fais ce métier, bon, il faut les deux. Il est clair qu'il faut les deux. Mais si tu veux vraiment construire quelque chose, le premier, il est plus important que le deuxième pour moi. C'est-à-dire les institutions et les procès. C'est comme ça. C'est-à-dire tu ne peux pas imaginer de toucher une population qui a un besoin si tu n'as pas l'infrastructure, l'architecture institutionnelle et les compétences qui la font marcher. Je fais un exemple. Moi, je suis d'Italie. Okay, c'est quand même un pays européen. Moi, je n'ai jamais travaillé en Italie parce que j'ai fini mes études, je suis parti tout de suite. Mais j'ai quand même de la famille, des amis. En Italie, ça n'existe pas l'agence de l'emploi. Elle est vraiment... Elle existe, mais parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. OK. Si je regarde des pays que je connais mieux, comme la France, mais je connais un peu la Hollande aussi, les Pays-Bas, là-bas, tu as des centaines de milliers de fonctionnaires qui travaillent pour faire le match entre le marché du travail. Donc, en fait, pour faire en sorte que la personne ait accès à la formation, à l'information, il te faut faire marcher, il te faut des structures et des compétences qui te font marcher le système. Moi j'ai beaucoup travaillé avec l'enfance en difficulté, à un certain moment, au Guatemala un peu. Quand tu allais travailler les best practices des pays, tu te rendais compte qu'en fait, c'était énorme le nombre d'assistants sociaux, d'éducateurs, de personnes qui font de la... Comment on appelle ça? De la modération sociale. Et après, quand tu vas voir les statistiques au Maroc d'assistants sociaux, ça n'existe pas. Donc, comment un pays qui a des déficits sociaux énormes veut régler ces déficits sociaux s'il n'a pas des assistants sociaux? C'est un des grands chantiers. Donc, OK. Ouais. C'est un grand chantier. Mais il y a une seule école à Tanger. Et bien sûr, c'est le chantier. Mais je veux dire, là, on est clairement, par exemple, dans un projet comme ça, tu travailles, ton projet fonctionne, tu vas faire bénéficier des enfants, des femmes, etc. Mais quand tu as fini, c'est fini. Donc, par contre, si tu as en place des institutions où toute cette question de ressources humaines qui font le lien entre le besoin, le service et le bénéficiaire, c'est eux qui font marcher la chose. Après, il faut les deux. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les deux. Mais moi, peut-être après 24 ans, je suis beaucoup plus convaincu qu'il faut... Moi, je me défends souvent. Nous, quand on travaille dans la coopération de développement, souvent, vous ne faites rien, ça ne sert à rien. Pourquoi? Nous, on fait de la politique publique. Nous, on fait de l'appui à la politique publique. Je veux dire, si on se met aujourd'hui à travailler, à analyser avec cette rhétorique catastrophiste tous les politiques publiques dans tous les pays du monde, on peut apporter les mêmes critiques qu'on apporte à l'aide au développement. Parce qu'une politique publique, elle est difficile à évaluer en soi. Donc, tu
tu mets en place des procès, tu mets en place des systèmes, et petit à petit, tu dois observer. C'est comme un laboratoire. Tu sais, moi, je suis anthropologue à la base. Et je voulais, tous mes amis ont fait un doctorat. Mais moi, j'ai choisi la coopération. Mais dans ma tête, je me disais, en fait, je vais m'amuser beaucoup plus. Parce que chaque projet est un doctorat. C'est de la recherche appliquée. Et dans chaque projet, je vais avoir du financement, je vais avoir mon petit labo et je vais tester. Mais ça, c'est pas public. On teste et on apprend. Donc, dans ce sens-là, moi, je me vois comme... Je ne me vois pas comme quelqu'un qui fait de la coopération, je me vois comme quelqu'un qui travaille sur les politiques publiques à l'étranger. Tu testes à chaque fois, non mais j'entends bien que chaque projet est distinct, il est mis en œuvre dans un contexte particulier, même si tu as déjà travaillé dans ce pays-là ou autre, le contexte est souvent, les dynamiques et les variables sont telles que tu as toujours un nouveau projet à proprement parler. Mais tu apportes avec toi, évidemment, toutes les connaissances, les leçons apprises d'ailleurs, d'où l'expertise. Parce que cette expertise, c'est quoi? C'est qu'on construit un savoir qu'on va, tu vas être plus rapide à voir les problèmes, les obstacles potentiels. Etc. Tu sais, la liste qu'on amène avec nous. La carte supplémentaire. Pardon. Non, maintenant, je disais, mais... je te disais juste la carte que j'ai prise, que tu n'as pas vue, et que j'ai tirée tout à l'heure, c'est la carte qualité. D'accord. Et donc, justement, tu parles d'expertise. On a parlé de maintenant qu'il y a une espèce de démocratisation de l'expertise du développement parce qu'il y a des capacités dans les pays qui recevaient l'aide avant, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la qualité est toujours là? C'est-à-dire, parce que souvent, ce que j'avais entendu ou ce que j'entends, c'est tu es trop proche de l'expert national. Un expert national est trop proche de la réalité. Il est acteur dans ce grand, qu'il le veuille ou pas. Ou qu'elle le veuille ou pas. Et donc, comment est-ce que tu peux t'assurer justement de maintenir ce professionnalisme, d'assurer la qualité, parce que tu peux l'assurer dans les process que tu mets en place. C'est systématique, c'est vérifiable, quel que soit le processus sur lequel tu travailles, tu peux t'assurer qu'il y ait des garde-fous, qu'il y ait des checks and balances, tu sais, pour essayer de voir que tout est bien mis en œuvre. Peux-tu me parler un tout petit peu de expertise, qualité, de cette expertise de ton expérience, mais aussi, tu vois, là où ça a marché. Alors, je te dis, même là où ça n'a pas marché, tu as appris, tu vois, quelque chose de... Tu as eu un moment, ça n'a pas marché ici, alors que je pensais que ça allait marcher, etc. Moi, je pense qu'il faut 3 éléments. Il faut, et là je fais une petite parenthèse. Moi j'étais jeune, j'ai fini mon master, j'ai fait une dizaine d'années d'ONG. Moi je l'appelle la syndrome ongéiste, le fait que tu penses que tu vas sauver le monde et que en fait c'est plutôt ton militantisme réel au imaginaire que fait de toi la qualité qu'on doit avoir. Bon, à mon avis, non. Dans le sens que si tu l'as, c'est mieux. Bien sûr, parce que tu as un regard, je dirais, anthropologique, même autre par rapport. Voilà, c'est l'énergie que tu peux apporter. Elle peut être plus forte. OK? Je l'avais toute, moi, quand j'étais jeune. Mais après, non, ces pays ont besoin que tu saches faire ton métier. Donc, tu dois avoir la qualité et l'expertise pour que l'argent que la coopération te donne soit bien dépensé. Donc, l'expertise, la qualité. Ouais, je préfère quelqu'un qui est moins militant, qui a même moins de rêves, mais qui sache faire son boulot. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je pense que la connaissance du contexte
elle est fondamentale. Parce que les pays sont complexes. On ne peut pas travailler, donc on ne peut pas faire en sorte que la qualité supposée qu'on a en tant qu'expert puisse se mettre en place de manière efficace si on ne connaît pas le pays. Donc on doit connaître le pays, on doit connaître que, ok, le pays X a cette politique, mais moi je sais parfaitement que certains acteurs, en fait, c'est que de la communication et que d'autres, en fait, ils travaillent vraiment. Donc, cette lecture sur qui est l'acteur qui travaille mieux, ben, elle va te rendre ta mission beaucoup plus rapide. Et donc, tu sais parfaitement que tu peux compter sur certains relais institutionnels et pas sur d'autres. Donc, à mon avis, l'expertise, on doit connaître donc notre métier, on doit connaître absolument le territoire sur lequel on travaille. Moi, je ne suis pas de tout d'accord, parce que suivant, c'est ça, non? Souvent, ça fonctionne un peu comme ça dans les délégations de l'Union européenne. Ah oui, mais cet expert-là, on le connaît, on voudrait voir quelque chose de nouveau. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Donc, en fait, la personne arrive, elle avait travaillé sur les questions migratoires, mais en Asie, ben, après une semaine, elle a démissionné parce que c'est trop complexe, je ne comprends rien. Et donc, tu veux rentrer dans le jeu parce que la personne, par rapport aux choses qu'on te demande et les jours que tu as à disposition, mais il faut une connaissance du contexte. Donc, je pense que les personnes qui connaissent le contexte, même si, comme tu dis, on peut avoir des décalages méthodologiques parce que je suis trop dedans, donc tout en ayant ce risque, je pense que c'est mieux quelqu'un qui connaît le contexte, donc cette qualité de proximité en fait avec avec le pays. Et la troisième chose, je me souviens pas qu'est-ce qu'on a dit, je me suis un peu peut-être que perdu. c'est parce que je te parlais de, tu as une expérience, en fait, tu apprends et donc tu mets en œuvre le projet de manière un peu plus réfléchie, plus intentionnelle, parce que tu vas pas répéter peut-être les mêmes erreurs ou tu vois, tu as cette espèce de sagesse qui vient au fur et à mesure, non seulement des années, mais aussi de la mise en œuvre de ton tu es exposé à des dynamiques après que tu peux reconnaître un pattern, un espèce de schéma dans des dynamiques. Oui, moi récemment, là c'est 24 ans, et dans les 3 4 dernières années, parfois j'ai des moments où je fais des petits souris dans ma tête. Je me dis, en fait, voilà, je connais vraiment la question. Je suis dans un autre pays, mais le schéma, il est plus ou moins le même, et je me rends compte que le mot que je peux apporter à mon interlocuteur le facilite vraiment la tâche. Là, c'est un petit moment de reconnaissance aussi et d'illumination. Alors, c'est vraiment intéressant, en fait. Tu fais quelque chose qui peut être utile à ton interlocuteur. Après, moi, personnellement, ça, je le vois dans le travail, mais moi, ça fait 12 ans que je suis consultant, mais depuis 5 6 ans, moi, par exemple, j'essaie de m'associer toujours avec des jeunes experts, des personnes qui font du doctorat sur les thématiques avec lesquelles je travaille, et je les associe quand je peux aux missions que je fais. Et donc, voilà, je renomme aussi cette expérience accumulée et je la partage et ça m'aide énormément. Ces allers-retours. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de le faire d'un point de vue contractuel. Je perds aussi parfois un peu d'argent, mais je le fais parce que j'aime bien d'avoir cette fraîcheur d'idée qui revient et de me confronter un peu avec ça. Donc oui, c'est cumulatif en fait. C'est un peu Mais si on revient à ce qu'on disait au début, moi je fais toujours un exemple. Moi je travaillais sur l'agenda 21 au Guatemala. On faisait quinzaine de communes rurales. Et nous, donc on devait monter financièrement, techniquement, l'OPM, Officina de Planification Municipale, le bureau de planification municipale.
Et donc, on contractait, en appuyant la commune, certaines jeunes. Donc, moi, je me souviens d'Alex Trujillo, qui était un jeune qui faisait son master en économie. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 du ministère de la planification du pays. C'est-à-dire qu'on est en contact. Parfois, je lui dis, mais il y a une mission en Honduras, je ne peux pas aller. Je veux dire, c'était le petit d'un village au Quiché, à la frontière avec le Chiapas. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est comme, il est comme nous. Donc, ces questions-là sont. Mais il avait la qualité humaine, parce qu'il avait envie de faire quelque chose pour son village. Il connaissait parfaitement le lieu où il travaillait, mais il a travaillé comme un fou, il était aussi bon techniquement. Donc on revient aux 3 questions, c'est-à-dire tu t'engages parce que tu aimes et tu veux faire des choses, tu te prépares pour ça, et tu essaies d'accumuler l'expertise. C'est une question humaine au final. C'est une question de comment tu es capable. Et après, en amont de tout ça, mais peut-être qu'il n'est pas ressorti de nos jeux de cartes. Après, le vrai enjeu, c'est la volonté politique du pays bénéficiaire. Le pays slash l'institution slash l'institution territorialisée slash la division, c'est-à-dire en face de toi, il te faut, parce que la coopération internationale, elle est là. Tu as la programmation, l'argent il va être dépensé, il est là, il était construit de façon quand même que ça tienne la route, parce que voilà, ils ne vont pas non plus construire des choses qui n'existent pas. On a appris à construire avec des partenaires, hein. C'est pas comme au début qu'on faisait quand on construisait des frontières. Là, non. L'idée, elle est partagée, les institutions font un boulot où l'axe il est construit. Mais bon, une fois qu'il est construit, il te faut en face de toi une réelle volonté politique. Moi, je vais pas citer le pays, je vais pas citer le projet, mais moi, je me suis trouvé avec un projet de 10 millions d'euros qui disait clairement qu'on devait lutter contre le racisme. Après, quand tu as déjà signé, après, quand tu fais les premières réunions, les assumer. Mais ici, le racisme n'existe pas. Alors pourquoi tu as signé un programme de 10 millions d'euros pour, voilà. Donc là, tu te rends compte que c'est impossible. C'est-à-dire, avant tout, il te faut que ton interlocuteur, le bénéficiaire, le stakeholder, qui est bénéficiaire de ton action, soit motivé, qui ait la qualité de vouloir changer la situation. Sinon, tout est inutile. Là, je fais le catastrophique. Tout est inutile. C'est toutes les choses belles dont on a parlé, qu'elles sont complexes. S'il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique, tu sais, elle est presque éphémère. C'est-à-dire qu'elle change avec les gens. Une institution, souvent, elle est drivée, elle est dirigée, c'est-à-dire elle est portée par des individus dans ces institutions. Et donc c'est comme tu disais tout à l'heure, il faut travailler au niveau méso et micro aussi, c'est-à-dire que dans l'institution elle-même, tu mets en place des systèmes, des process, etc. pour qu'il y ait un mécanisme de travail, un mode opératoire, même si au départ tu le fais parce que tu as quelqu'un qui te porte en avant, qui est engagé, qui prend la chose en main, mais cette personne peut bouger aussi. Elle va à une autre institution, elle va à l'étranger, enfin, les gens bougent. Et souvent, tu dois reprendre un peu la chose, redévelopper une relation, expliquer le pourquoi, la volonté. S'il y a un changement complètement, c'est-à-dire si c'est juste un technocrate qui bouge, ça va, mais quand c'est un changement politique, donc de vision, à ce moment-là, tu vois, ça peut complètement transformer, si tu veux. Oui, ça c'est intrinsèque. Ouais. C'est intrinsèque aux institutions, hein. C'est un problème de sociologie des organisations, entre guillemets. Mais là aussi, tout dépend de la maturité institutionnelle. Si tu as une maturité institutionnelle et une intelligence politique, tu gardes même les choses que l'autre gouvernement ou l'autre ministre a fait. Mais ça peut arriver au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. C'est un problème intrinsèque aux institutions.
je fais pas seulement aux institutions, hein, je veux dire, aux ONG. Mais après, je pense qu'on peut vraiment essayer d'apporter des réponses à ça en mettant en place justement des procès très clairs. Moi, je me souviens toujours, je reviens à mon expérience en Amérique centrale. Nous, on travaillait sur l'agenda 21. En fait, il y avait eu la GIZ avant qui avait travaillé. Excellent, hein, techniquement, ils avaient produit l'impossible, mais il n'y avait pas, au moins dans le programme, je ne dis pas en général, mais dans le programme en question, il n'y avait pas eu cet accompagnement vraiment, même humain, pas seulement technique, avec les techniciens. Donc nous, quand on est en fait, on avait une présence fixe dans la commune. Moi, j'ai habité 4 ans dans une commune de 7000 habitants à 2000 d'Auxerre, les 30 derniers kilomètres, 4 heures de jeep. Donc on était tous les jours avec eux. Mais nous, après, on s'est retrouvés avec tout ce que la GIZ avait produit, que c'était clairement parfait, une boîte à outils parfaite. Mais on a pu travailler avec eux. Donc en fait, il est vrai que parfois, le risque de changement peut compromettre, mais si tu arrives à produire quelque chose de qualité, ben, après, l'humain qui va revenir après, il peut remettre en place cette machine. Après, la question, c'est que parfois, il y a trop de production, il y a trop de choses, et là, ça on va revient être à un une autre autre problème. discussion, Massi. Parce que là, c'est une boîte à Pandore là que tu vas ouvrir avec trop de production, de rapports techniques. Ouais. Écoute, tu sais, je pense que merci beaucoup pour ton temps. C'était une discussion super intéressante. On a commencé par Mare Nostrum, là, je vois derrière toi. Et c'est ça, hein, le développement. Tu vois, je parle à différentes personnes, mais moi j'ai travaillé dans différents contextes. Finalement, c'est ça le Mare Nostrum, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même mer, on est tous dans... Et écoute, c'était super la conversation. Évidemment, on a touché à énormément de choses. On a commencé par le contexte géographique, mais après on a parlé d'expertise, on a parlé de différence entre l'expertise occidentale, maintenant une expertise beaucoup plus, tu vois, des pays qui à l'époque, enfin qui demandent toujours, qui ont toujours besoin d'aide au développement, mais qui quand même ont maintenant des compétences locales qui peuvent aider à avancer. On a parlé de quoi on a parlé encore? On a parlé de tellement de choses. On a parlé de tu me parlais des 3 points très importants en fait pour les jeunes justement qui commencent à travailler dans ce domaine-là. C'est que la passion, elle est bien, elle est utile parce elle t'aide à avancer, hein, et à te lever le matin, etc. Mais au final, c'est ta valeur ajoutée technique. Donc c'est important de se concentrer sur ça. Et tu as aussi parlé donc malgré toutes les on va dire, les biais possibles de l'expertise locale, en fait, elle est nécessaire. Parce que chaque contexte unique est distinct. Et donc, toi, tu le fais en travaillant avec de jeunes experts, essayer de travailler dans des équipes mixtes, justement, pour pouvoir apporter ces différentes perspectives et pour pouvoir débattre, justement. Des fois, c'est des grilles de lecture, mais des fois, c'est la réalité, c'est-à-dire ne pas comprendre, en fait, la dynamique en elle-même, ce qui se passe à ce moment-là. On n'arrive pas à le lire, parce que c'est normatif ou parce que c'est structurel ou tu vois, on le sait juste pas quoi quand c'est un nouveau contexte. Donc merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage assez voilà transparent et merci d'avoir aussi été un peu voilà d'avoir et essayer de toucher à des choses aussi, voilà, de ramener une manière de voir les choses qui était un peu différente. Alors, on se dit à la prochaine. J'espère que Voilà, j'espère que ça dans le c'est format, rentré exactement. Merci beaucoup, dans ton Mathilde. À format, très bientôt. dans le format. Bye. Merci, toi aussi. Au revoir. Ciao.
Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la conversation d'aujourd'hui utile et riche en idées et informations. Si vous pouviez prendre 1 minute pour laisser un commentaire, ce serait super. Et si vous travaillez au changement social et voudriez partager ce que vous faites et comment vous le faites, contactez-moi. Une dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour être les premiers informés de la sortie d'un nouvel épisode. En attendant le prochain, soyez le changement.